Assassinat de nos deux confrères de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Alors vous le savez, la France a délogé les terroristes des grandes villes du nord Mali après l'opération Serval. 4500 soldats français étaient alors sur le terrain. Aujourd'hui, 3000 soldats sont encore sur place. Le 2 février 2013, eh bien, François Hollande annonçait un désengagement progressif, promettant qu'à la fin de l'année 2013, il n'y aurait plus que 1000 soldats français au Mali. On écoute le chef de l'État français. Nous n'avons pas vocation à rester. Et à mesure que la souveraineté du Mali sera retrouvée, à mesure que la MISMA pourra se substituer à nos propres troupes, nous nous retirerons. J'allais dire, le retrait, il est inscrit. Il n'y a aucun risque d'enlisement. Avant de demander à mes invités eh bien, si cette guerre au Mali est peut-être gagnée, Alain Marceau, encore un mot quand même sur cette proximité de la France avec la rébellion Touareg. Comment expliquer cette proximité? Et au Mali, eh bien, certains dénoncent cette proximité en disant que l'État français protège la rébellion Touareg. La France a un accord de défense avec Bamako, qu'elle respecte. La preuve, nous y sommes. Mais la France tient compte aussi d'une réalité qui est une réalité géographique et ethnique. Le Nord et le Sud, ça n'a rien à voir. Ce sont deux régions totalement différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons respecter nos accords de défense à Bamako sans parler, sans avoir des entretiens, quelle que soit la nature, des fois violents, avec les gens du Nord, j'allais dire, avec les Touaregs? Nous sommes obligés, effectivement. Donc, c'est pas forcément facile à comprendre en bas à Bamako. Mais effectivement, cette comment dirais-je, distanciation, nous sommes obligés de l'avoir. On ne peut pas s'en sortir sinon c'est pas la peine, il faut rentrer, il faut tout replier, il faut replier les derniers soldats et rentrer en France. Donc vous parlez de distanciation, c'est-à-dire rester finalement, entre guillemets, neutre vis-à-vis des deux parties en conflit, mais certains vont plus loin en disant que la France protège la rébellion Touareg. Et voilà. Non, je n'ose pas imaginer un seul instant que nous puissions protéger la rébellion Touareg. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté finalement d'indépendance, de séparatisme, on va dire, de la part des Touaregs. Nous soutenons? Non, nous sommes obligés d'en tenir compte. Je veux dire, on ne peut pas aller à Kidal et un peu plus haut sans tenir compte de cet état de fait. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qui peut dire sérieusement que l'État malien est un État unique. Bien sûr que non. Et là, on le souhaiterait, ce n'est pas le cas. Le peuple malien est un peuple et indivisible. Si on a fait des élections, on le sait bien. S'il y avait eu le même traitement qui s'était passé à Tombouctou, à Gao, que Kidal, on n'en serait pas là au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu le même traitement. Alors aujourd'hui, on est devant le fait accompli. C'est ce que nous appelons que MNLA, quelque part, a eu des faveurs. Pour quelle raison Kidal devient qu'est-ce que je vais dire, un no man's land? C'est-à-dire, dans l'État malien, il y a un État qui ici, n'était pas protégé par... Est-ce que vous croyez que nous avons les moyens de nous tenir à Kidal aujourd'hui? Je n'en suis pas certain. Ce n'est pas le moyen. Toujours est-il que ça n'a pas été le même traitement. Voilà, je crois que le problème est mal posé et on ne peut pas globaliser comme vous le faites, monsieur, le problème. Le problème n'est pas du tout un problème Touareg. Le problème est un problème du MNLA. Vous avez l'immense majorité des sociétés Touareg qui sont en désaccord fondamental avec les objectifs et les méthodes du MNLA. Vous êtes bien obligé de... Vous êtes bien obligé... Attendez, si vous permettez, si vous permettez, je continue. Donc vous ne pouvez pas globaliser en disant qu'il y a un problème du Nord. Il n'y a pas de problème du Nord, c'est archi faux. Il y a un problème avec le MNLA, c'est pas du tout la même chose, premièrement. Deuxièmement, si vous permettez, avant l'arrivée de l'opération Serval, le MNLA avait été bouté de partout. Il s'était réfugié à El Khalil, qui est une petite oasis à côté de Tinzaouaten, le Tinzaouaten malien. L'opération Serval arrive, qu'est-ce qui se passe? Une montée en puissance, un retour en puissance du MNLA qui occupe Kidal et qui administre tout l'Adar. On est quand même en droit de se poser certaines questions. C'est pas par leur force interne et avec leur armement interne, parce qu'à l'origine ils étaient vaincus, qui retournent comme ça au pouvoir. Contrairement à ce qui a été dit par Moussa, l'ensemble de l'Adar était administré, je dis bien administré par le MNLA. Il contrôlait les checkpoints et il délivrait, il prélevait même des taxes sur les motos et sur les véhicules qui acheminaient je n'ai pas dit le contraire. Non, mais je dis simplement qu'il n'y a pas de complicité de l'armée française qui si vous permettez, je continue. C'est une observation, c'est un constat.
comment le MNLA a pu revenir avec autant de pouvoir s'il n'y a pas eu quelque part un soutien politique et militaire implicite ou explicite. Bon, il y a quand même des propos qui ont été tenus qui permettent de penser qu'il y a eu des relations, en tout cas, de duplicité. La situation actuelle est complètement différente. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a un tournant qui a été pris à partir du 15, 16 et 17 septembre, où on voit bien que le MNLA est divisé. Et s'il est divisé, ça veut dire qu'il est affaibli sensiblement. Si vous permettez, est-ce que je peux développer cet argument ? Oui, allez-y. À partir du 16, les autorités maliennes prennent l'initiative de créer une réunion pour les pré-négociations. Et dans cette réunion, vous aviez 2 représentants du MNLA. Ibrahim Nag Mohamed Saleh, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, et un deuxième, je crois que c'était Mohamed Aguintalla, le fils de la chefferie. Quelle a été la réaction numéro 2 dans ça? Quelles sont les réactions du MNLA? Le MNLA condamne la présence de ces 2 personnalités importantes, puisque l'un représentait les relations extérieures, en disant ils n'ont été mandatés pour rien, donc on désavoue les choses. Qu'est-ce qui se passe quelque temps après? Ibrahim Nag Mohamed Saleh à Ouagadougou, il est exclu du MNLA. Bon, c'est quand même quelque chose de significatif. Ensuite, vous avez la levée des mandats d'arrêt internationaux auprès de 2 personnalités connues, issues aussi d'Ansar ad-Din. On lève, c'était Mohamed Aguintalla et puis Ahmed Agbibi. Ahmed Agbibi, c'est le numéro 2 d'Iyad. Et c'était aussi la tendance salafiste djihadiste au sein d'Ansar ad-Din. En conséquence de quoi, on lève leur mandat d'arrêt international. Ils peuvent candidater pour les présidentielles. Ils sont reconnus comme tels. Ils déposent leur candidature. Ils seront candidats pour le RPM, pour le parti du président. Donc, on voit bien, et je termine là-dessus, qu'actuellement, il y a une dérive du MNLA qui est un peu aux abois. Et en lien avec Ansar Dine, donc, parce qu'il faut qu'ils les comprennent, ça, nos téléspectateurs. En lien avec Ansar Dine, aujourd'hui. C'est des éléments d'Ansar ad-Din. Si vous prenez l'historique de la dissolution d'Ansar ad-Din, certains éléments ont rallié le MNLA, d'autres ont rallié... C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner en termes d'entité, mais je voudrais continuer quand même, parce que ça me paraît important. Et parce que je vois qu'on avance aussi sur la... Il y a un problème de dissolution de tous les groupes armés, MNLA, MAA et HCUA, parce qu'ils vont aller dans le sens d'une organisation civile unique pour réintégrer le giron démocratique. Et là, vous avez la tendance militaire incarnée par les jeunes qui sont en total désaccord sur cette dérive. Et ils disent, il y a eu des manifestations à Kidal le 1er novembre, et ils disent, non, on ne s'est pas battu pendant 18 mois pour retourner dans le giron malien. Et on veut absolument l'autonomie de l'Azawad. Donc, le MNLA est sensiblement affaibli. Anne Goudichelli et ensuite Moussa Agachara Touman, qui est toujours avec nous en direct de Ouagadougou. Non, il faut revenir sur justement quel a été le rôle de la France par rapport au soutien du MNLA. On sait déjà qu'avant même les événements, et ça a été renforcé lors du déclenchement de la crise début 2012, eh bien, la France considérait que le MNLA pouvait être le rempart à toute forme d'islamisme radical. Ça a été la carte que le MNLA a jouée et sur lequel les Français ont misé au départ. C'est pas une bonne mise, puisque ce sont alliés finalement aux islamistes. Alors, la première étape de la rupture, début de rupture franco-MNLA, c'est effectivement la déclaration d'indépendance. Je crois que c'était le avril 2012, quand, de façon unilatérale, le MNLA décide de revendiquer l'indépendance, qui n'était pas tout à fait ce qui avait été entendu avec les Français. Et puis, évidemment, l'autre étape de la rupture, c'est ensuite, à l'été 2012, le rapprochement entre Ansar ad-Din et le MNLA, qui ensuite a connu des divisions, des rassemblements par personne. Mais en gros, ça, c'est effectivement des éléments qui tendent à distendre la relation. Les relations. Sauf que, pendant l'opération Serval, on a eu besoin de recourir aux Touaregs, notamment lors de la phase des opérations sur le massif des Iforas, où les services de renseignement et les forces spéciales se sont appuyés sur des éléments Touaregs, dont ceux de la famille Intala, qui sont effectivement, dont pas mal de membres donc sont liés à Yagali et Ansar ad-Din. Et on peut d'ailleurs se demander, puisqu'on sait aujourd'hui que la libération des otages a été en partie liée au rôle qu'a joué Yagali, donc le D'ailleurs, certains
indices qu'aujourd'hui il pourrait revenir à Kidal. Yaga Galit, qu'on a vu des ouvriers, j'ai lu ça dans le journal du dimanche, qu'on a vu des ouvriers qui sont en train actuellement de restaurer sa maison. Qui lui reviennent ou pas, certes, ça veut dire qu'il a probablement pu payer les ouvriers à la suite de tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où peut-être le soutien, le besoin que la France a eu de recourir à ces éléments-là pour parvenir à un objectif qu'il n'avait jamais perdu de vue même pendant les opérations de Serval, à savoir la libération des otages, eh bien peut-être que les compensations ont contribué à tendre encore davantage la communauté touareg à Kidal. Moussa Agha Charatouman, je voudrais quand même que vous réagissiez à tout ce qui a été dit et surtout, je voudrais que vous répondiez à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, le MNLA ne craint pas de payer un lourd prix à ce qui s'est passé, à l'assassinat justement de nos deux confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et que Bamako justement exige que Kidal revienne dans le giron de l'armée malienne? Est-ce que ce n'est pas votre crainte aujourd'hui? Écoutez, nous, dans cette histoire, on ne craint absolument rien du tout et nous allons aider les autorités françaises et toute la communauté internationale afin de mettre la lumière sur ce qui s'est passé à Kidal. Et dans cette affaire, je tiens à les rappeler, nous n'avons absolument rien à voir dedans. Et au contraire, nous avons proposé notre aide depuis le début de l'opération pour justement essayer de sauver ce qui pouvait l'être à temps. Et c'est aussi, je tiens quand même à rectifier certaines informations qui ont été véhiculées par ma sœur Aristide, et bien évidemment le chercheur André Bourgeot, que moi j'appelle les Maliens blancs, qui dans ses propos malheureusement toujours prend parti dans cette histoire pour l'État malien contre les Touaregs, ce qui n'est pas du tout nouveau et cela ne m'étonne pas de sa part tout ce que je sais sur lui. Mais ceci étant dit, je tiens quand même à préciser, à rectifier que le reportage qui a été fait hier soir sur le MNLA, dans lequel un de mes intimes amis, Mikenan Agapaher, parlait, c'est un reportage qui a été fait depuis mai à Kidal. Et les journalistes qui l'ont fait l'ont diffusé un peu plus tard. Donc c'est un reportage qui n'est pas d'actualité. Et je tiens aussi à préciser que depuis le 2 juillet, la ville de Kidal n'est plus sous le contrôle du MNLA. Les checkpoints sont sous le contrôle de la MINUSMA et c'est elle aussi qui fait la patrouille à l'intérieur de la ville. Nous sommes contrôlés au niveau de la gendarmerie de Kidal et au niveau du camp de la jeunesse. Donc, de ces faits, nous ne bougeons pas à l'intérieur de la ville. Oui, en tout cas, vous n'avez jamais accepté. En tout cas, vous n'avez jamais accepté le MNLA que l'armée malienne revienne vraiment dans Kidal. Cette armée malienne aujourd'hui, elle est dans les casernes. Les représentants officiels de Bamako sont dans les bâtiments officiels et vous n'avez jamais permis leur retour. Y compris la radio RTM qui a toujours servi de propagande de MNLA. Je ne veux pas parler un langage de bois par rapport à l'armée malienne. Vous savez, à chaque fois qu'on parle des Touaregs, on les stigmatise et c'est extrêmement dommage. Parce que ce qui se passe à Kidal, c'est plus pire que ce qui se passe aujourd'hui à Tombouctou et à Gao. Quand on massacre et on tue nos parents. Juste hier, il y a 4 de nos vieillards qui ont été massacrés. Aujourd'hui, ils sont à l'hôpital de Kidal par l'armée malienne. Et c'est vrai. C'est vrai, mais on l'a dit, ce n'est pas vrai. Moussa Agha Charatouman, on en a beaucoup parlé aussi sur France 24, des exactions qui ont été faites à l'encontre des populations arabes ou également des Touaregs. On en a parlé aussi. Je voudrais qu'on avance aussi un peu dans ce débat et qu'on parle de cette lutte contre le terrorisme au Mali. Alain Marceau, est-ce qu'on peut gagner cette lutte contre ce type de terrorisme? On est dans un conflit qui est dit asymétrique. Est-ce qu'il est possible de gagner ce type de guerre? Parce qu'on pense évidemment à l'Afghanistan, on pense à l'Irak. Et quand on a tous dit, j'avais des experts sur les plateaux dire oui, l'intervention au Mali, c'est différent, c'est différent. Est-ce que véritablement cette opération est différente de ce qu'on a connu en Afghanistan ou en réponse à votre question, nous ne gagnerons pas cette guerre. Parce que ce n'est pas une guerre contre le terrorisme, contrairement à ce qu'on nous a raconté, ce qu'a raconté M. Hollande et consorts. C'est une véritable guerre. C'est une guerre qui n'est pas tellement asymétrique d'ailleurs au demeurant. La question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement malien avec ses forces et éventuellement les forces africaines peut arriver à mener cette guerre contre la dissidence, contre les djihadistes de tout poil qui descendent, dont on nous soit dit, de Libye, du Niger et d'ailleurs. La réponse est sans doute non.
Mais est-ce que cela veut dire que nous devons nous impliquer, nous, Français? Aujourd'hui, la réponse est non. Je pense que nous avons effectivement... Pourtant, vous avez soutenu cette intervention militaire. Mais je l'ai soutenu absolument, et je ne le renie pas. Mais tout simplement, nous avons des accords de défense. Bamako a fait un SOS. Nous sommes venus, nous avons fait notre boulot. Maintenant, nous ne sommes pas là. La France n'a pas pour destination de gérer le problème de l'ordre public au Mali. Elle n'en a pas les moyens. Mais Alain Marceau, est-ce que c'est pas trop facile finalement? On a fait ça en Libye, c'est-à-dire qu'on intervient finalement au petit bagage, on part, la Libye sombre aujourd'hui dans le chaos, on va au Mali, on intervient au petit bagage, si le pays sombre dans le chaos. Si un pays où il ne fallait pas aller, c'est en Libye. Je vous signale qu'on a même failli aller en Syrie. Dieu merci, nous n'y allons pas. La France n'en a plus les moyens. Nous allons voter le budget de la défense prochainement. Je peux vous assurer que nous n'avons pas le premier sou pour mener ce type d'action. Il faut savoir rentrer aujourd'hui. Je vous rappelle que M. Hollande nous a dit... Il faut rapatrier nos hommes et il faut rentrer. Tout à fait. M. Hollande nous a dit que c'était le plus beau jour de sa vie lorsqu'il a été à Bamako. C'est très bien, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il ne redirait pas la même chose. On nous a annoncé qu'on allait maintenir 1000 soldats à partir de 2014. Enfin, une force de réaction. Nous ne tiendrons pas le terrain avec 1000 soldats. On est parti pour en maintenir 3000. On est reparti pour s'organiser. Excusez-moi, c'est pas le job que donne à mon pays. Monsieur, attendez. Ensuite, Anne Goudichelli, André Bourgeot. Allez-y. Oui, je voulais dire tout simplement que si dès au départ, le nettoyage qui a eu lieu à Tombouctou, je l'avais dit tout à l'heure, et à Gao, c'était la même chose qui avait eu lieu aussi à Kidal, on n'en serait pas là au jour d'aujourd'hui. On ne pourra pas dire que le terrorisme international, le Mali tout seul doit faire face, comme vous le dites, monsieur. Le Mali tout seul ne pourra jamais faire face à ce terrorisme international qui s'est installé au niveau... Ramata Maïga Coulibaly, même si le problème de Kidal avait été réglé, on sait très bien que les frontières sont très poreuses, que les terroristes passent ensuite au Niger, passent ensuite en Libye et qu'ils se reconstituent. Donc même si Kidal aujourd'hui était complètement sécurisé et aux mains de l'armée malienne, ça ne veut pas dire pour autant que les groupes terroristes ne se reconstituent pas. Absolument. Donc ça veut dire que c'est un problème international. Africain. Voilà. Africain, peut-être. International. Non, mais c'est... Est-ce qu'on peut gagner cette guerre contre ce type de terrorisme? C'est la notion de terrorisme, il faut savoir, elle est à géopolitique variable. Et donc là, en l'occurrence, on sait très bien que cette terminologie veut recouvrir à la fois des réseaux de grande criminalité, mais aussi des idéologies extrémistes. Et tout ça s'entremêlant. Donc la France y est allée, elle y est allée seule, en espérant qu'il y ait un effet vertueux dans le fait qu'elle y aille et que ça puisse lui permettre de regrouper, de réunir autour d'elle des forces. Évidemment, aujourd'hui, elle le savait, la France savait que la guerre mettrait du temps, qu'en tout cas, ça n'empêche pas qu'elle souhaite se retirer. Le calendrier va être certainement bousculé puisqu'on devait retirer les forces françaises, en tout cas les réduire à une force de réaction rapide de 1000 hommes. On risque d'être repoussé, c'est en tout cas ce qui est dans l'air aujourd'hui, d'autant que les différentes forces de la MINUSMA ne sont pas encore arrivées, on est à peu près à 50% des contingents. 6 000 hommes sur 12 000 qu'on attendait. Exactement, donc ce qui fait que sans un des enjeux aussi à venir dans les 2 prochains mois, c'est effectivement quelle sécurité pour le Mali, en dehors d'un soutien, en dehors de la présence des hommes de Serval. La question se pose quand même, Anne Goudichelli, parce qu'on sait que la MINUSMA, pour l'instant vous le dites, 6 000 hommes, alors qu'on en attend 12 000, ils ne sont pas très expérimentés, ils n'ont pas beaucoup de moyens, l'armée malienne c'est la même chose. Il y a une autre problématique, parce qu'il ne s'agit pas de tout le temps accoler à sécurité, force militaire. Il y a toute une stratégie, il y a des pressions qu'il faut exercer aussi par rapport aux États de la région. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, si on parle des groupes type AQMI, etc., qui se baladent dans la zone, s'il n'y a pas un travail qui est fait par les États voisins aussi pour se coordonner, pour sécuriser l'ensemble de la région, on n'y arrivera pas. Et ensuite, il y a toute une logique de développement, et notamment de décentralisation sur le Nord, qui est demandée par les populations du Nord Mali, qui n'est toujours pas mise en place. Donc c'est ces efforts aussi, sécurité, bon ça c'est la ligne aussi européenne, il n'y a pas de sécurité sans développement. Mais il n'y a pas aussi de sécurité sans coordination des États voisins, et sans aussi bonne gouvernance, puisqu'il faut aussi savoir nourrir ces militaires et ne pas les laisser pour eux à toute autre source de revenus.
André Bourgeot, Anne Goudicelli le disait, il faut aussi un règlement aujourd'hui finalement politique aujourd'hui au Mali. Et là, on est un peu inquiet, c'est qu'on a le sentiment que chacun reste sur ses positions. Le MNLA réclame l'autonomie de l'Azawad. IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, est resté inflexible. Pour lui, pas question de l'autonomie de l'Azawad. Finalement, il fait un peu la même politique que ATT, Amadou Toumani Touré. Sous un certain angle et sous certains aspects, oui, je pense que vous avez raison de le souligner. Mais je voudrais revenir sur l'opération Serval. Il faut quand même mentionner que l'opération Serval, contrairement à ce qui vient d'être dit, s'est transformée en opération Hydre, justement à l'issue de harcèlement des nébuleuses djihadistes, qui a fait en sorte qu'il y a eu des attentats kamikazes à Tombouctou, à Tessalit, des obus lancés sur Gao, etc. Et que les conséquences de ces harcèlements de la nébuleuse a conduit la transformation de Serval en Hydre, et qu'actuellement, il se dit qu'il faut encore 2500 militaires français jusqu'à la fin décembre. Pourquoi jusqu'à la fin décembre? Parce qu'actuellement, il y a des processus de négociation pour un nouvel accord de défense entre le Mali et puis Bamako. Donc c'est ça qui est à l'ordre du jour. Maintenant, vous pouvez mettre 20 000 soldats, vous ne résoudrez rien du tout tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de s'appuyer sur les populations concernées. Mettez 10 000. Pour moi, c'est un faux problème. Le problème quantitatif est un faux problème. On le voit très bien. C'est que quand les forces djihadistes ont été boutées du nord, qu'est-ce qui s'est passé? 5 000 soldats arrivent, 3 000 de Serval. Qu'est-ce qui se passe? Le harcèlement revient. Vous pouvez en rajouter 5 000, ça ne résoudra rien s'il n'y a pas une volonté politique de la part du Mali pour s'appuyer sur les populations. Or, cette volonté politique, elle ne s'exprime pas. Et la nébuleuse, en revanche, elle a aussi des éléments qui soutiennent. Il ne faut pas minimiser cet aspect-là. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, rien ne pourra se faire. Allez, on arrive malheureusement au terme de ce débat. Que le gouvernement malien est allé même au-delà des accords de Ouaga, en ce sens qu'il y a eu quand même des libérations qui ont été faites, et en plus, il y a eu la levée de mandat d'arrêt qui n'était pas prévue. Oui. Et donc là, allez, on arrive au terme de ce débat. On va rejoindre Karim Yayaoui. Vous pouvez d'ailleurs réagir à la chronique de Karim. Un dernier mot pour vous dire que les corps de nos confrères devraient donc arriver demain matin à Paris, 6h, heure locale. Vous avez pu suivre en direct tout à l'heure cette cérémonie d'hommage sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, en présence du président malien et de la délégation de RFI. Arrivée donc des dépouilles demain matin, 6h, heure locale. Et évidemment, sur France 24, nous suivrons cette cérémonie en direct sur notre antenne. Karim, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de réactions toujours sur Twitter, toujours le choc et la tristesse, l'incompréhension, les hommages qui se multiplient. Je dis d'ailleurs à nos téléspectateurs qui nous écoutent qu'ils peuvent déposer un témoignage, un petit mot sur RFI hommage@gmail.com. Et ben justement, sur le site de RFI qu'on retrouve barré de ce trait noir pour symboliser cet hommage rendu aux journalistes, on trouve cette page qui s'est fait un petit peu le réceptacle de toutes les réactions, de tous les hommages, des hommages évidemment des confrères, notamment un ancien stagiaire qui raconte comment il a rencontré Ghislaine il y a quelques années, en 2009. Aujourd'hui, je te pleure avec le service Afrique et probablement tous les amis de la RDC, et puis évidemment des auditeurs, parce qu'ils ont été nombreux à réagir. On trouve par exemple la réaction d'Oumar Traoré qui n'arrive pas à y croire lorsqu'il apprend la nouvelle. Il dit: mais quelle Ghislaine Dupont? La Ghislaine Dupont de RFI. Et son père qui lui répond: tu connais une autre Ghislaine Dupont connue en Afrique? Évidemment non, il est sous le choc. Il dit que son corps a été parcouru de frissons. Il raconte qu'il écoute RFI depuis l'âge de 8 ans et qu'aujourd'hui il en a 24. Alors évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, beaucoup de réactions. On tweetait des images de cette marche en hommage à Ghislaine et à celui qui l'accompagnait lors de ce reportage, Claude. Évidemment, beaucoup de réactions sur Twitter, je vous le disais, en français, en anglais aussi, comme Berid qui dit « Je suis de tout cœur avec les familles de ces journalistes de RFI. La voix de la liberté ne doit pas se taire. » Et puis ceux qui les ont bien connus racontent ici sur le site de l'AFP, dans les pages
qui sont consacrés aux coulisses de l'AFP. Jean-Pierre Campagne raconte en 97, lorsqu'il a travaillé avec Ghislaine Dupont, la grande professionnelle qu'elle était, c'était du côté de la RDC. Et puis, pour ceux qui ne connaissaient pas le métier de Claude, qui lui était technicien, en fait il s'occupait du son, eh bien il y a cet article sur le site de RFI signé Stéphane Lagarde qui s'intitule tout simplement « Salut Claude » et qui nous explique à quel point le travail de cet homme était précieux. Ce n'était pas simplement de la technique. Il raconte que lorsque le journaliste rédacteur ne pense qu'à l'information, qu'il est omnibulé, heureusement il est souvent accompagné soit par un preneur de son, soit par un journaliste reporter d'image lorsqu'on est du côté de la télévision, pour lui rappeler l'humain, le rapport à l'autre, et pas simplement le scoop à tout prix. Des hommages très nombreux, comme vous pouvez le voir sur ces pages que je viens de vous montrer. Et pour beaucoup, ce double assassinat a révélé une réalité bien inquiétante. On voit la une de Libé, la presse assassinée. Alors la presse assassinée, c'est une de ces réalités qui inquiète, mais l'autre réalité qui inquiète, c'est la situation au Mali. C'est ce que souligne notamment le journaliste Daniel Schneiderman sur le site de Rue 89. Il dit « Mission accomplie, atrocement accomplie. La France entière sait maintenant que le terrorisme n'a pas été éradiqué au Mali, qu'il reste au moins une ville, Kidal, dans laquelle les militaires français se tiennent prudemment à l'écart. » Alors c'est un point de vue assez cynique. On a le sentiment que ces morts ont servi à une chose, à ce qu'on se rende compte que la situation au Mali, eh bien, elle est bien loin de ces élections qui avaient l'air totalement réussies, de ce pays sécurisé. On n'en est pas là. Et pour le rappeler, le site d'actualité Malijet tweetait ce message dans l'après-midi, un véhicule qui saute sur une mine et qui fait 4 morts, 8 blessés. Et puis le site de Courrier International qui reprend cette une de l'essor avec l'ironie du sort, explique Courrier International, le quotidien qui rappelle que se tenait ce week-end tragique, les assises nationales sur le Nord, alors que l'essor en appelle à la réconciliation nationale. Voilà, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Moussa Agha Charatouman d'avoir été avec nous en direct de Ouagadougou. Et je voudrais qu'on se quitte, si vous le voulez bien, sur ces images du tarmac de l'aéroport de Bamako. Une cérémonie a été rendue, cérémonie en hommage à nos 2 confrères assassinés samedi, Ghislaine Dupont, Claude Verlon. Leurs corps arriveront demain matin à Paris, 6h, heure locale. Et vous pourrez évidemment suivre la cérémonie d'hommage demain matin donc à Paris sur l'antenne de France 24. Je rappelle que vous pouvez déposer un mot sur le site rfihommage@gmail.com. Très belle soirée, à demain.